Chapitre: Qu'est-ce que la monnaie? La monnaie, vous en rêvez. Elle occupe la moindre de vos pensées, et comme vous la manipulez chaque jour, vous vous dites que vous maîtrisez assez bien le sujet. Eh bien, je suis désolé, je vais vous contredire. Je pense que vous ignorez énormément de choses sur la monnaie. La monnaie vous réserve en effet beaucoup de secrets. Et le premier d'entre eux, c'est déjà sa raison d'être. Pourquoi est-ce que nous utilisons de la monnaie? C'est ce que je vous propose d'étudier dans un premier temps, dans une première partie de ce cours, quelles sont les fonctions de la monnaie, avant dans une deuxième partie de nous consacrer aux différentes formes de la monnaie. Par le passé, certaines sociétés ont eu recours au troc. Le troc, c'est l'échange d'un bien contre un autre bien. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus recours à ce système-là et nous utilisons la monnaie. C'est ce passage-là qu'on va essayer de comprendre dans cette première partie. Pourquoi avons-nous abandonné le troc pour la monnaie? Premier élément de réponse, la monnaie permet de faciliter les échanges entre agents économiques. Alors, pour comprendre cette première idée, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Donc on a Thomas et Alexandre. Thomas et Alexandre ont un point en commun, c'est qu'ils sont assez tristes après avoir reçu leur cadeau de Noël. Donc Thomas, il a reçu un CD de Céline Dion. Or, il est plus branché cinéma, DVD. Et Alexandre, lui, il est triste parce qu'il a reçu justement un DVD et il déteste le cinéma, il préfère justement Céline Dion. Donc les deux sont tristes. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer si ils se rencontraient? Vous l'avez peut-être deviné, ils vont échanger le CD de l'un contre le DVD de l'autre, ce qui aura pour effet de les rendre tout de suite déjà plus heureux. Ici, si on étudie un peu l'échange, grâce à quoi il a été rendu possible cet échange? Pas grâce à des billets, pas grâce à des pièces. La monnaie a été absente de cet échange. Ils ont pu donc échanger un bien contre un bien, avoir recours au troc, grâce à un élément, la double coïncidence des besoins. Thomas avait ce que Alexandre recherchait, et Alexandre avait ce que Thomas recherchait. Donc les deux ont pu échanger grâce à cette condition, la coïncidence des besoins. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Laissez-moi vous raconter maintenant une deuxième histoire, celle de Dorian, jeune fille, qui voudrait avoir un casque pour écouter de la musique. Elle serait prête, pour obtenir ce casque, à l'échanger contre un sèche-cheveux dont elle n'a plus l'utilité. Elle rencontre Luc. Luc est un homme de 30 ans, chauve, qui lui a un casque dont il n'a plus l'utilité. Les deux qui se rencontrent, cette rencontre va-t-elle aboutir à un échange, à votre avis? Eh ben non. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une double coïncidence entre leurs besoins. C'est-à-dire que si Luc a ce que souhaite avoir Dorian, c'est-à-dire le casque, elle n'a rien qui intéresse Luc. Le sèche-cheveux lui est d'aucune utilité. Donc il n'y aura pas d'échange entre les deux. Quelle solution est-ce qu'on pourrait envisager justement pour contourner cette absence de coïncidence entre leurs besoins? Et bien c'est là que la monnaie va faire son apparition et entrer en scène. En effet, Dorian, pour se procurer le casque de Luc, va lui proposer de la monnaie. Par exemple, un billet de 10 euros. Et Luc, qui n'était pas intéressé par le sèche-cheveux, là va dire oui, et l'échange va se faire, car il est beaucoup plus intéressé par la monnaie que par le sèche-cheveux. Et pourquoi est-ce qu'il est intéressé par la monnaie, Luc? Parce que cette monnaie va lui permettre, justement, de s'acheter ce qui lui plaît. La monnaie, il le sait, va être acceptée par tous les commerçants de son pays. Donc il va accepter la monnaie de Dorian. Et la monnaie, dans ce cas-là, a permis l'échange entre Dorian et Luc. Échange qui n'était pas possible dans le système du troc, car il n'y avait pas de double coïncidence entre leurs besoins. La monnaie donc permet en effet de faciliter les échanges, car elle pallie l'absence de double coïncidence des besoins. La monnaie facilite les échanges entre agents économiques pour une autre raison. Laissez-moi vous raconter une troisième histoire, celle de Divine. Femme richissime qui possède 2 châteaux, 3 voitures dont une Aston Martin, mais finalement très peu de monnaie sur son compte courant, disons 10 000 euros. Amatrice d'art, elle souhaiterait acquérir un tableau de Claude Monet à hauteur de 1 million d'euros. Bien que motivée pour acheter ce tableau, elle se fait devancer par un autre acheteur. Comment expliquer ce paradoxe? Elle est richissime, mais elle n'arrive pas à obtenir ce tableau. En fait, la raison se trouve dans la composition de sa richesse. Elle a des voitures, elle a des biens immobiliers, des biens qu'il aurait fallu
convertir en monnaie, qu'il aurait fallu vendre pour pouvoir ensuite acquérir le tableau. Et cela prend du temps. Donc en fait, sa richesse n'est pas immédiatement disponible et échangeable contre d'autres biens. Alors que la monnaie, elle, est liquide, c'est-à-dire que la monnaie est immédiatement disponible et échangeable contre tout bien. En cela, la monnaie facilite encore plus les échanges entre agents économiques. Récapitulons rapidement ce que nous avons dit. La monnaie facilite les échanges entre agents économiques sont rendus plus faciles que dans un système de troc pour deux raisons. Tout d'abord, la monnaie permet de contourner l'absence de double coïncidence des besoins. Ensuite, la monnaie est liquide, c'est-à-dire qu'elle est immédiatement disponible et échangeable contre d'autres biens. Pour ces deux raisons, on dit que la monnaie facilite les échanges entre agents économiques. Voyons maintenant la deuxième fonction de la monnaie. La monnaie permet de comparer plus facilement la valeur des biens entre eux. Imaginons trois biens. Un livre, un CD, un DVD, avec chacun une valeur propre. 3 € pour le livre, 6 € pour le CD et 12 € pour le DVD. Si on oublie la monnaie un instant et qu'on utilise le système du troc, c'est-à-dire l'échange d'un bien contre un bien, il nous faudrait plusieurs informations. Combien de livres contre combien de CD, combien de livres pour un DVD. Il nous faudrait exprimer la valeur de chaque bien en un autre bien. Voici le système de prix que nous aurions. 4 livres pour acheter un DVD. De la manière inverse, un DVD permettrait d'acheter simplement un quart de DVD. 2 CD pour acheter un DVD, et à l'inverse, un CD ne permettrait d'acheter que la moitié d'un DVD. Enfin, 2 livres permettraient d'acheter un CD, et à l'inverse, si on n'a qu'un livre, on ne pourrait acheter que la moitié d'un CD. Nous nous retrouvons alors avec 6 prix différents, contre seulement 3 lorsque nous utilisons une même unité, l'euro, lorsque tous les biens sont exprimés dans la même unité, l'euro en France. Vous m'accorderez que pour comparer la valeur des biens entre eux, 6 prix c'est moins pratique que 3. C'est pour ça que la monnaie permet d'exprimer la valeur de tous les biens en une même unité et permet ainsi de comparer plus facilement la valeur des biens entre eux. Troisième et dernière fonction de la monnaie permet de conserver sa richesse dans le temps. En effet, que ce soit les billets de banque, des pièces ou une somme inscrite sur votre compte courant, cette monnaie, elle, dure dans le temps. Et vous n'avez pas envie forcément de dépenser tous vos revenus aujourd'hui. Vous avez peut-être envie de faire face à des imprévus, si vous êtes prudent. Vous avez peut-être envie aussi d'épargner, mettre de côté pour l'achat futur d'une maison. En bref, la monnaie, comme elle dure, comme elle est durable et qu'elle se conserve, elle permet de différer sa consommation dans le temps grâce à l'épargne. Voilà, c'était la troisième fonction de la monnaie. Elle permet de conserver sa richesse dans le temps, différer sa consommation dans le futur. Récapitulons cette première partie sur les différentes fonctions de la monnaie. Tout d'abord, la monnaie permet de faciliter les échanges économiques du fait que la monnaie soit liquide, immédiatement disponible et échangeable contre d'autres biens, et surtout elle permet de pallier l'absence de double coïncidence des besoins. Ensuite, nous avons vu que la monnaie permet de faciliter la comparaison des biens entre eux. Enfin, la monnaie permet de conserver sa richesse dans le temps. Pour ces trois raisons, les sociétés ont adopté un système de monnaie. Deuxième partie, quelles sont les différentes formes de monnaie? Commençons par les monnaies à valeur propre. Il en existe deux types. Nous allons voir tout d'abord la monnaie marchandise. La monnaie marchandise est constituée de biens qui ont une utilité propre, une valeur propre du fait qu'elles servent aux individus. Prenons l'exemple du sel, mais on aurait pu aussi prendre l'exemple du coquillage ou des épices. Le sel permet de pimenter, on va dire, votre cuisine, de lui donner du goût. Mais pas seulement, car les sociétés, par le passé, certaines d'entre elles du moins, ont utilisé ces biens, ces marchandises, comme monnaie. C'est-à-dire que le sel servait aux échanges. Le sel permettait de conserver une forme de richesse dans le temps. Et surtout, le sel permettait d'exprimer la valeur de certains biens. Exemple, une pomme contre 10 grammes de sel, une tomate contre 5 grammes de sel. Donc vous voyez, le sel était utilisé comme unité de compte, une unité dans laquelle on pouvait exprimer la valeur des biens. Donc
le sel et d'autres marchandises comme les épices et le coquillage remplissaient les 3 fonctions de la monnaie. Attention, hein, pas de confusion, il ne s'agissait pas ici d'un troc. Pourquoi? Parce que un vendeur pouvait très bien ne pas aimer le sel, ne pas aimer sa cuisine trop salée, il allait quand même accepter le sel parce que ce n'était pas simplement un bien, une marchandise, c'était avant tout une monnaie. Donc un vendeur qui n'aurait pas aimé le sel l'aurait accepté venant d'un client parce qu'il savait très bien que ce sel allait être accepté ensuite par d'autres marchands, d'autres commerçants auprès desquels il aurait pu acheter un bien qui l'intéressait. Voyons maintenant le deuxième type de monnaie qui ont une valeur propre. Il s'agit de la monnaie métallique. Donc la monnaie métallique est constituée de pièces, ça pouvait être des pièces d'or, des pièces d'argent, mais en tout cas des pièces qui étaient fabriquées, confectionnées à partir de métaux rares, précieux, qui avaient eux-mêmes de la valeur. Et comme ces pièces étaient faites de métaux précieux, elles-mêmes devenaient précieuses et en tout cas avaient une valeur. Plus une pièce était confectionnée à partir de métaux précieux qui avaient de la valeur, plus elle permettait d'acquérir des biens. On peut citer dans l'histoire de France l'écu d'or, le louis d'or ou le Napoléon or. Récapitulons rapidement les monnaies à valeur propre. Il en existait 2 types. La monnaie marchandise, qui était constituée de coquillages, du sel, des épices, et ensuite la monnaie métallique, faite de pièces d'or et pièces d'argent. Le point en commun entre ces 2 types de monnaies, c'est qu'elles avaient une utilité en elles-mêmes. L'or est recherché, parce qu'il est rare. La monnaie marchandise, le coquillage pouvait servir de bijoux, le sel et les épices à faire la cuisine. Dans les 2 cas, or, argent ou marchandise, la monnaie était constituée d'objets qui étaient recherchés, qui avaient une valeur en eux-mêmes. Ils avaient une utilité, ils servaient aux individus. Nous allons voir qu'il existe un autre type de monnaie, les monnaies sans valeur propre. C'est-à-dire des monnaies qui n'ont pas justement l'utilité du sel ou des épices, mais qui n'ont une valeur que par la confiance que nous leur accordons. Passons maintenant aux monnaies sans valeur propre. Il en existe 2 types. Voyons tout d'abord la monnaie fiduciaire. Autant le louis d'or était constitué d'un métal précieux, autant la monnaie que vous avez dans vos poches ne vaut à peu près rien. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Une monnaie qui ne vaut rien. Je n'ai pas dit ça. Je dis que les pièces et les billets que vous utilisez dans la vie de tous les jours n'ont pas de valeur propre. Laissez-moi vous le montrer. Les pièces que vous avez dans vos poches et qui vous permettent d'acheter des biens ne sont pas confectionnées à partir de métaux précieux comme l'or. Non, vos pièces, vos centimes, vos pièces de 2 euros sont constituées de métaux absolument ordinaires comme le fer, l'aluminium ou le zinc. À tel point qu'une pièce de 2 euros coûte à produire simplement 17 centimes. Oui, votre pièce de 2 euros ne vaut en réalité que 17 centimes. Attendez, la suite. Un billet de banque. C'est quoi un billet de banque au fond? Simplement de l'encre et du papier. Autant la monnaie marchandise comme le sel permettait de donner du goût à votre cuisine, mais le billet, il vous sert à rien. Est-ce que vous allez manger un billet? Est-ce que vous allez l'utiliser pour la cuisson de votre plat? Non, un billet ne sert à rien si ce n'est de pouvoir acheter d'autres biens. Donc le billet de 5 et 10 euros, de la même manière, quand on s'intéresse à son coût de fabrication, son coût de production, les billets de 5 et 10 euros coûtent entre 4 et 8 centimes. Oui, votre billet de 5 euros ne vaut en réalité que entre 4 et 8 centimes. Et là, vous allez me dire, mais alors pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Pourquoi on accepte des billets et des pièces qui ne valent rien? Justement, vous les acceptez parce que vous savez que d'autres vont les accepter. De la même manière que lorsque vous achetez un boulanger un pain au chocolat, un croissant avec des pièces ou des billets, il les accepte parce qu'il sait que les autres membres de la société vont accepter cette monnaie. Et de la même manière, les autres citoyens savent que la monnaie est acceptée par tous les membres de la société, du coup ils vont eux-mêmes l'utiliser. Donc en fait, la monnaie fiduciaire, cette monnaie, les pièces et les billets, n'ont de valeur que par la confiance que nous leur donnons. Confiance en son acceptation par tous les autres membres de la société. La monnaie fiduciaire prend son nom de fidus, qui signifie la confiance en latin. Voyons maintenant le deuxième type de monnaie sans valeur propre. Il s'agit de la monnaie scripturale. On arrive à un moment du cours où vous pensez maîtriser le sujet, alors accrochez-vous pour la dernière difficulté. La monnaie scripturale tient son nom du latin et du verbe scribere,
qui veut dire écrire. Alors pourquoi est-ce que je vous parle latin? Simplement pour vous aider à mieux saisir la définition qui va suivre. La monnaie scripturale est constituée de l'ensemble des sommes inscrites sur vos comptes auprès des banques. C'est donc l'ensemble des sommes qui sont inscrites, on peut dire écrites auprès des banques. Cette monnaie scripturale est donc purement immatérielle. Elle est purement immatérielle, mais elle n'est pas sans importance. Pourquoi? Parce que les billets et les pièces, donc la monnaie fiduciaire, connaît un net recul dans leur utilisation, alors que la monnaie scripturale, elle, connaît un vrai essor dans son utilisation. Et on va voir deux exemples pour montrer vraiment qu'elle est omniprésente. Tout d'abord, lorsque vous achetez un bien et que vous le réglez par carte bleue. La carte bleue n'est pas de la monnaie. Vous n'allez pas donner la carte bancaire au vendeur et il ne va pas la garder. Non, la carte bancaire va envoyer un signal auprès de votre banque pour qu'elle déduise une certaine somme de votre compte et cette somme va ensuite être transférée auprès du compte du vendeur. Donc il y a un transfert de monnaie scripturale d'un compte à un autre. Deuxième exemple, lorsque vous demandez un crédit à votre banquier, imaginons une somme de 200 000 € pour acheter une maison, et qu'il vous l'accorde, qu'est-ce qu'il fait le banquier? Il va tout simplement inscrire cette somme, écrire cette somme sur votre compte. Et oui, encore une fois, c'est de la monnaie scripturale, une simple écriture sur votre compte.